suis représenté, monsieur le chef des experts du département, monsieur le professeur ordinaire, professeur associé, chef de travaux assistant, camarades étudiants et étudiants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités. Le chef de département m'a demandé d'intervenir dans le cadre de cette journée de réflexion sur un sujet qui cadre avec mon domaine de recherche. J'ai évidemment accepté avec plaisir en proposant de me prononcer en mot. Il faut corriger une république réelle, s'il vous plaît. Là. J'ai évidemment accepté en proposant de me prononcer sur les conférence, me prononcer sur les institutions politiques de la République du Congo entre une république institutionnelle et une république réelle. Se prononcer sur les institutions de la RDC, c'est connaître surtout leur esprit et leur pratique. Car je dois ajouter, après Jean Giguel, que ce qui est écrit, fût sur un parchemin, ne vaut que par l'application. L'existence des textes tels que les lois, la Constitution procède directement de l'existence d'une république institutionnelle, alors que l'esprit de ces textes et surtout de l'application implique sans conférer de l'existence d'une république que j'appelle ici une république réelle. Je me propose donc de me prononcer sur ce qui se dégage sur les institutions de la RDC entre république institutionnelle et république réelle, entre une république de texte et une république pratique. Restant sur la dérive par département, c'est-à-dire à partir de 1960, année d'indépendance, j'articule mon sujet à respecter 4 moments de réflexion à savoir. La première partie portera sur la République institutionnelle sous la Première République. La seconde partie tente de résumer la réalité institutionnelle de la Deuxième République, alors que la troisième partie devra porter justement sur la longue transition et ses institutions. La dernière sera focalisée sur la recherche de nouvelles institutions après la transition, c'est-à-dire les institutions de la Troisième République et ses réalités. Évidemment, une conclusion brève et des propositions vont retirer l'intervention de ce jour. Compte tenu du timing qui nous est accordé, j'essaierai pour ma part de me limiter à l'essentiel avec l'espoir que je vais me prononcer davantage. Condenser la réflexion sur les institutions politiques de la RDC sous la Première République. Les textes qui font naître les institutions politiques de la Première République dans notre pays sont au nombre de 4. La loi du 23 mars 60 sur les élections provinciales, la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, la loi du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques et la Constitution républicaine démocratique du Congo du 1er août 1964, dite Constitution de l'Ouest. Évidemment, comme on le sait, les 3 premières lois sont des textes adoptés par l'UDEP et la Constitution de 1964 est un texte rédigé et adopté par les Congolais. Je m'adresse essentiellement aux étudiants. Et ces 3 premiers textes sur la loi fondamentale du 9 mai qui va nous intéresser dans la première partie. La proclamation de l'indépendance du Congo est précédée d'une période de transition qui va de février 1960 au 30 juin 1960 à effet de faire participer les Congolais à l'exercice du pouvoir exécutif et ainsi les préparer à l'exercice du pouvoir dans son ensemble. La table ronde politique des
décide l'institution des collèges exécutifs à l'échelon du gouvernement central et de chaque gouvernement provincial, ainsi qu'une commission politique de 6 membres devant résider à Bruxelles. 16 résolutions de la conférence de la table ronde de politique congolaise du 20 janvier au 20 février 1960 ont formé la base sociologique de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative au futur du Congo. C'est une constitution provisoire car elle a été adoptée par les chambres du Parlement de la Belgique et sanctionnée à Bruxelles le 19 mai 1960 par le roi Joseph I avec les confrères presbytères et messieurs respectivement ministres du Congo belge et du Rwanda et du ministre de la Justice. Évidemment, on vous a dit que cette loi fondamentale était une constitution d'exploitation belge et que donc aujourd'hui conforme la constitution de la Belgique. Évidemment, la cérémonie de la proclamation de l'indépendance du Congo intervient à Léopoldville, le jeudi 30 juin 1960, avec 2 discours protocolaires en rejoint de président Kasavubu et un discours improvisé de Lumumba avec les conséquences que vous connaissez. Cette constitution provisoire distingue les institutions centrales des institutions provinciales et locales. Elle prévoit un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif tant à l'échelon provincial qu'à l'échelon central. Les institutions centrales sont le chef de l'État. On l'appelle pas président de la République, on l'appelle le chef de l'État. Deuxième institution, le gouvernement dirigé par un premier ministre. La Chambre des représentants et le Sénat, mais on a aussi prévu un conseil économique et social et la Cour constitutionnelle qui n'ont jamais fonctionné. Au niveau provincial, avec une souveraineté locale au profit des provinces, il y est prévu 2 institutions qui sont le gouvernement provincial dirigé par un président et non pas un gouverneur. Ça a un sens pour les Belges. Le gouvernement provincial dirigé par un président, on appelle le gouverneur, et l'Assemblée provinciale exerçant un pouvoir législatif au niveau provincial. Mais également, le pouvoir central qui est représenté par un commissaire d'État nommé par le président de la République en dépit de la tête politique de sa démission, il est avant tout un haut fonctionnaire de l'État revêtu d'une mission d'intérêt exclusivement général. En outre, au sein de la province, entité autonome politiquement, la décentralisation des conseils d'autonomie territoriale administrative est organisée en faveur des territoires gérés par des organes locaux. Comme on peut les constater, les caractéristiques qui fondent la loi fondamentale, dans les caractéristiques qui fondent la loi fondamentale, le régime politique consacré par cette constitution provisoire du 19 mai est de type parlementaire avec un bicaméralisme égalitaire. Aussi, remarquons que la forme de l'État était d'orientation fédérale sur base de principes quelque peu démocratiques. Et la lecture combinée de la Constitution indique finalement les caractéristiques suivantes des institutions de 1960. D'abord, la loi elle-même est muette sur les libertés publiques. C'est très important. Il y aura une autre loi fondamentale qui va parler de liberté. Deuxièmement, le concept de république n'apparaît pas. On parle du Congo, des Congo à autant de provinces, des Congo à autant de provinces. Le chef de l'État lui-même, on a compris la Belgique, le chef de l'État lui-même, le numéro 1 de la République, on ne l'appelle pas maintenant la République, on l'appelle chef de l'État. Pourquoi? On va en parler. Le chef de l'État et les 2 chambres composent des pouvoirs constituants. Mais on va remarquer plus tard que Kasavubu en 1963
va mettre en place une commission constitutionnelle en incarnant purement et simplement des parlementaires pour élaborer l'avant-projet de la Constitution de 1964. Pourquoi il a écarté les parlementaires? La désignation du chef de l'État est acquise à la majorité de tous les membres qui composent les deux chambres réunies en congrès. Ça, vous voyez, plus de 76%, et il a battu Koïkango au premier tour. L'initiative des lois n'appartient pas aujourd'hui au gouvernement et au Parlement, mais il appartient au chef de l'État sous les contraintes des ministres et aux deux chambres, mais également à l'Assemblée provinciale qui vote les élus. La responsabilité du Premier ministre et du ministre devant les chambres est reconnue par la Constitution et ceci sera, à notre avis, l'un des points d'achoppement qui va diviser le chef de l'État avec son Premier ministre en 1960. Le chef de l'État avait la compétence constitutionnelle d'ajourner les chambres pour un mois maximum, mais avait également le pouvoir de dissoudre les deux chambres sous certaines conditions. Et vous savez que l'ajournement du 29 septembre 1960 n'était pas sans conséquence. Le Premier ministre, dans contradiction, conduit la politique de l'État et dirige les actions du gouvernement avec la confiance des deux chambres. Nous ne pouvons pas obtenir la confiance des chambres. Le 23 et le 24 juin 1960 séparés. La loi fondamentale prévoit à l'article 22 la nomination et la révocation du Premier ministre par le chef de l'État. Mais, regardez bien, Lumumba est investi Premier ministre par les deux chambres le 23 et le 24 juin 1960 et Kassabou est élu dans la journée le 24 juin 1960. Comment Kassabou pouvait nommer le Premier ministre alors qu'il a été élu président de la République pendant que Lumumba était déjà investi par les deux chambres? Une contradiction de la loi fondamentale. Qui a donc nommé Lumumba? C'est clair, c'est le roi. C'est le roi Baudouin Ier, de par les dispositions particulières de la loi fondamentale à l'article 47. Le Premier ministre devait être nommé par le roi sur présentation du formateur avant 1960, le 30 juin 1960. Mais aussi, il apparaît que pour interpréter la loi fondamentale de 1960, les chambres parlementaires congolaises devraient solliciter du Parlement belge l'interprétation que celui-ci en donne. Donc, interpréter la loi fondamentale, notre condition provisoire, il fallait demander l'interprétation du parlementaire belge. La durée de la législature de cette première république ne devait pas dépasser 4 ans et ne devait pas être moins de 3 ans. Seul le mandat du président de la République pouvait aller au-delà de la période de l'adoption d'une constitution adoptée par les Congolais. Et la constitution normalement congolaise, à l'époque, devrait être définitive après l'élection ou son adoption par toutes les chambres provinciales. Nous avons dit que les pouvoirs constituants, c'était le président et les deux chambres parlementaires, mais pour avoir une constitution définitive à l'époque, il fallait que toutes les assemblées provinciales adoptent cette constitution. L'autonomie des provinces était instituée et chaque province pouvait se doter de sa constitution et même de son code électoral. Tous les membres du gouvernement provincial sont élus par les conseillers provinciaux. La nomination des commissaires d'État, qui est le représentant du pouvoir central dans cette province, et ses attributions sont énumérées par la loi fondamentale. Le titre 5 énumère les compétences du pouvoir central, alors que le pouvoir judiciaire, par contre, est unique pour l'ensemble du pays et est formé de cours et tribunaux. La loi fondamentale de 1960 a confié de manière transitoire les compétences juridictionnelles de la future Cour constitutionnelle congolaise au Conseil d'État de la Belgique. Il en est de même de la Cour des comptes.
Sur le plan strictement électoral, pour être candidat député, il fallait avoir le parrainage de 200 électeurs dans les provinces. Comme les professeurs, vous savez, député à Kakongo, pour être inscrit candidat, il devait avoir le parrainage de 200 électeurs. Dans la ville de Kinshasa, à Lubumbashi et à Likasi, il fallait avoir un parrainage de 300 électeurs. Vous savez pourquoi? Vous allez le dire. Mais pour être sénateur, pour être candidat sénateur, en 60, il fallait avoir le parrainage écrit et signé des 5 députés provinciaux avant d'être élu. C'était pourquoi? C'était pour diminuer les candidatures fantaisistes. Je ne sais pas si vous avez compris. Les régimes de incompatibles, les régimes de suppléance, en ordre de croisement des voix et le régime de mandat impératif, tous étaient institués. Le bureau de vote au sein des bureaux principaux, qui est l'équivalent en antenne de la CENI aujourd'hui, étaient des bureaux fixes et itinérants. Donc les bureaux de vote étaient des bureaux fixes et itinérants. J'ai donné les cours d'itinérance ici en administration. Vous savez ce que ça signifie. Donc les bureaux de vote étaient fixes et au même moment itinérants. Le collège exécutif général a joué vraisemblablement le rôle assigné à la centrale électorale d'aujourd'hui, mais tout par l'entremise de l'administration territoriale. La majorité des bureaux de vote étaient dirigés par les Blancs, les magistrats, les présidents des tribunaux, tous étaient des Belges, alors que les Congolais étaient réduits à des simples assesseurs. Une note importante, à l'époque, en 1960, seuls les électeurs des sexes masculins étaient admis aux urnes. Alléluia. Vous avez compris? Comme on peut le constater, cette période institutionnelle, sous la loi de 1960, a connu des problèmes. Malgré l'existence des institutions, les divergences de perception de la chose publique et surtout l'action gouvernementale apparurent entre Kasavubu et Lumumba dès le réquisitoire de ce dernier contre le système colonial à travers son discours improvisé du 30 juin 1960 jusqu'à la formation très délicate de l'exécutif national. La mutinerie de la force publique, l'intervention unilatérale des troupes de paix au Congo, les sessions et les gouvernements de Saint-Denis qui ont suivi expliquent largement cette différence entre la République des institutions ou la République institutionnelle et les comportements des acteurs pour parler de la République réelle, le tout incarné dans la double révocation de Lumumba et Kasavubu, interprétant des textes d'origine belge. Ceci a entraîné très dangereusement l'institution d'un des gouvernements de paix où Mobutu, colonel, chef d'état-major de l'armée, neutralise le chef d'État Kasavubu et le gouvernement et installe ce qu'on a appelé le collège des commissaires généraux, sans aucune légitimité. On était en face d'un État de coup d'État, mais suite à la pression internationale, Mobutu permit quelques jours après au chef de l'État de reprendre ses actions et ce dernier, dans ces conditions illégales, inconstitutionnelles, Kasavubu entérine la décision de Mobutu en signant un décret de loi constitutionnel relatif au pouvoir exécutif et législatif qui sont désormais entre les mains des commissaires généraux qui n'étaient pas élus. Il en est de même du gouvernement provisoire de Iléo, institué le 9 février 1961, par un autre décret constitutionnel. Donc, d'une république institutionnelle avec institutions écrites dans la loi fondamentale, l'incompréhension, la guerre de leadership, l'inexpérience, l'incompétence, la mainmise de la Belgique et de tous les peuples occidentaux ont amené vers ce régime de gouvernement de fait ou une république non institutionnelle ou réelle. Le retour à la loi fondamentale ne se réalisera enfin qu'après la réconciliation encouragée par les Nations Unies ici au Congo entre les autorités établies à Léopoldville et à Saint-Rémy et au sud du Kasaï. Ce rapprochement
permis que le Parlement, convoqué en session extraordinaire par le président Kasavubu, se réunisse en conclave, se réunisse en conclave du 15 juillet au 2 août 1931, ici à l'université de Lovanium. La recomposition de l'alliance politique intervenue à la fin du conclave de Lovanium permit de trouver un consensus dans une république réelle par la désignation d'un premier ministre de compromis à la personne de Cyril Adoula. Mais la Bonacarte n'y était pas représentée. Cyril Adoula, sans majorité parlementaire, dans une république institutionnelle, devint réellement premier ministre. Au-delà du gouvernement établi dans ces conditions avec Adoula comme premier ministre, le Parlement qui était en session pour la mission d'élaborer la constitution définitive du Congo après l'adoption de l'Assemblée provinciale, conformément aux dispositions de l'article 101 et 100 de la loi fondamentale, mais les choses se sont passées autrement. Ce ne sont pas les pouvoirs constitutionnels qui l'ont fait, car Kasavubu constate ce qu'il a appelé la carence et l'impuissance du Parlement, qui était en session extraordinaire. Sa seule et unique tâche d'élaborer la Constitution, ça va pouvoir prendre le 29 septembre 1963 une ordonnance clôturant la session parlementaire évoquée et instituant dans la foulée une commission à l'effet d'élaborer un projet de constitution à soumettre au référendum, violant ainsi les dispositions de la loi fondamentale de 1960. Kasavubu viole cette loi en modifiant les composants du pouvoir constituant et il met une commission constitutionnelle. Cette commission comprend, si je veux dire, la commission constitutionnelle qui va travailler à Louabou. Louabou, c'est où? À Canada. Cette commission ici comprend les membres du gouvernement central, les membres des assemblées provinciales, les membres des gouvernements provinciaux, les syndicats de travailleurs et employeurs, les collectivités rurales, les conseils nationaux de la jeunesse, la presse congolaise, les étudiants et les confessions religieuses. Cependant, Kasavubu, en renvoyant s'inédier le 200 législatifs, les députés et les sénateurs ne feront pas partie de la commission constitutionnelle et ne seront plus jamais associés à l'œuvre constitutionnelle. Pourtant, c'était une mission dévolue par la loi fondamentale. La commission donc siégeant en Louabou du 10 janvier au 11 avril 1964 présentera son rapport et le projet a été adopté lors du référendum du 24 juin au 10 juillet 1964. Le président promulgue officiellement le 1er août 1964 la Constitution de la République démocratique du Congo sous le contre-seing du Premier ministre Tobé, nommé déjà Premier ministre, du ministre de l'Intérieur Munongo Odefroy et du ministre de la Justice Léon Mangoléo. Même s'il y a eu le référendum, on peut dire que la procédure prévue par la loi fondamentale n'a pas été suivie. C'est aussi une forme d'une république réelle. Que prévoit alors ce deuxième texte sur la Première République? La Constitution de 1964 met en place un véritable État fédéral. 64, véritable État fédéral. Appelé cette fois-ci République démocratique du Congo. Dans la loi fondamentale, le pays s'appelait seulement Congo. Pas République du Congo, on l'appelle seulement le Congo. En 64, on l'appelle maintenant République démocratique du Congo. Et on dit après toi les statuts, il s'appellera République fédérale du Congo. À l'opposé de la loi fondamentale, la loi ici de 60 était d'obédience belge. La constitution de Louabou adopte un régime présidentiel, mieux un régime présidentialiste, c'est-à-dire un régime présidentiel déformé ou sus generis et attribue beaucoup de compétences au président de la République qui garde même l'initiative de loi. Au niveau central, la Constitution 64 prévoit un président de la République élu par un corps élargi des grands électeurs,
le gouvernement est placé sous la coordination. Le Premier ministre dirige, le gouvernement est placé sous la coordination des premiers ministres. Et les membres du gouvernement, le nombre de membres du gouvernement est limité par la Constitution elle-même. Le nombre était limité à 15 membres. Le Parlement est composé de 2 chambres. Il était prévu aussi la constitutionnelle et les cours électoraux. Au niveau provincial, il y a les gouvernements provinciaux dirigés cette fois-ci par le gouverneur de province qui remplace le président et il est à la fois le corps électoral de l'Assemblée provinciale et à la fois le corps électoral des sénateurs. L'Assemblée provinciale est à la fois autorité budgétaire en province. Suivez mon regard, l'Assemblée provinciale, il est également le pouvoir constituant provincial et le législateur provincial. En 60, on votait en province par les équipes. En 64, on va voter par des lois provinciales. Et en 64, l'Assemblée provinciale obtient le pouvoir constituant, c'est-à-dire officiellement de rédiger leur constitution, c'est avec l'idée de la fédération. Le président de la République n'est rééligible immédiatement qu'une fois. C'est un débat. Le Premier ministre ainsi que les ministres sont désormais pas responsables devant les parlements, ils sont désormais individuellement et collectivement responsables politiquement devant le seul président de la République. Toutefois, l'équipe gouvernementale, avant d'entrer en fonction, devrait avoir la confiance des chambres, et ceci, évidemment, a provoqué, n'est-ce pas, un premier point que, entre le président, c'est pas possible. Veuillez chuter. Je vais chuter. Alors, à la fin, à l'article 75, la Constitution du premier groupe détermine que les anciens présidents de la République sont sénateurs à vie. Donc, on n'est pas aujourd'hui. Sénateurs à vie, ça vient depuis 1964. Et les droits fondamentaux sont reconnus, le principe de la nationalité est retenu, la conférence des gouverneurs des régimes de démocratie sont reconnus, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient au président de la République, à la conférence des gouverneurs, à chaque membre du Parlement et au cadre de l'Assemblée provinciale. Et seuls les électeurs en 64 de sexe masculin pouvaient participer aux premières élections après l'entrée en vigueur de la Constitution. Mais c'est en 1967 que Mobutu va inscrire l'admission des femmes au vote sous le couvert de l'émancipation de la femme. Les dispositions transitoires, évidemment, qui prévoient que Katatou va continuer son mandat après l'adoption de la Constitution. Cette Constitution sera malheureusement évidemment suspendue par un coup d'État militaire le 24 novembre 1965 par les recommandements militaires dirigés par le général Mobutu suite à des querelles politiciennes entre Kasavubu et Tchobé qui venaient de gagner les élections nationales et se voyaient déjà dans la chambre présidentielle. Il est important de constater que pendant toute la Première République, l'existence des textes constitutionnels d'obédience étrangère 1960 et des textes taillés sur mesure 1964, ces textes-là ont déconnecté les dirigeants de la réalité politique république réelle et reposant de l'espoir sur les institutions qui ont mal fonctionné. C'est le chaos de la Première République. Brièvement, la Deuxième République, c'est une histoire de la dictature. La Deuxième République, c'est l'histoire de Mobutu depuis 1965. La Deuxième République, c'est la concentration des pouvoirs. Le Parlement est devenu une chambre de résonance. Mobutu institue le parti unique avec son parti appelé les mouvements populaires de la Révolution. Pour être président, il fallait être le seul candidat président fondateur du MPR. Or, il y avait un seul fondateur du MPR. Toutes les élections présidentielles, il était lui-même seul candidat parce qu'il était le seul fondateur du MPR. Et en 1984, il a été élu à 99,9% comme président du MPR et de droit président de la République. Bref, donc parler des institutions sous Mobutu, se parler de lui-même, c'est faire allusion à lui-même, c'est faire allusion au maréchal Mobutu, même s'il a
donné comme héritage l'unité nationale. Il a tout institutionnalisé, le MPR étant à ce moment-là la seule institution qui était définie, le MPR était défini comme la nation zaïroise organisée politiquement, le MPR. Donc, c'est ainsi que tous Zaïrois, à l'époque, militaires ou civils, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, tout le monde est d'office membre du MPR. La citoyenneté zaïroise se confondait avec la qualité même du MPR et Mobutu incarnait la plénitude, n'est-ce pas, de l'exercice du pouvoir aux Zaïrois. Je veux citer, mais les bouleversements du contexte international, avec la guerre froide, avec la chute du mur de Berlin, avec la mort de son ami, le président Mobutu Sese Seko, avec devant la pérestroïka, ont obligé le maréchal Mobutu à introduire dans son système quelques réformes de manière anticipative. C'est ainsi que le professeur Moussa Ouladi, le 24 avril 1990, il a fait un discours qui est historique, il a introduit le multipartisme, il a désigné, il a annoncé la création d'un premier ministre qui n'existait plus, suivi la formation du gouvernement de transition. Il annonce la révision de la Constitution de 1967 pour adapter à la fin de transition. Il met en place une commission chargée de la politique de la Constitution et un projet de loi devait régir les partis politiques face au président monopartisme vers le pluralisme politique. Et il a ouvert donc en 1990 une longue transition. D'abord, au départ, une transition qui était unilatérale de Mobutu. Il a imposé la voie à suivre, mais c'est là, de là est né, n'est-ce pas, l'idée de la conférence nationale souveraine où 2850 délégués vont saisir cette salle avec comme composants partis politiques, institutions publiques, la société civile et les invités. J'étais aussi membre de la conférence nationale souveraine. Alors, la conférence va terminer son travail en débandage. Les décisions qui étaient prises par cette conférence, soit du Monseigneur Mosengo, n'ont pas été acceptées par Mobutu. Les mandats de Mobutu aussi, élu en 1984, nous sommes en mandat 92, son mandat arrive à la fin. On a commencé maintenant une transition consensuelle, une transition négociative où il fallait absolument qu'il y ait les membres de l'opposition dans le gouvernement. On va nommer les secrétaires, Mungu Diaka, Mouz Kaliponde, tous ces gens pendant la transition, et nous sommes arrivés jusqu'à ce que nous sommes encore ici. Les dédoublements des institutions politiques.